Le thème qui nous réunit aujourd'hui est au cœur de l'identité diplomatique et de l'action humanitaire constante du Royaume des Maroc. Cet engagement a été réaffirmé avec force par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, dans son message au premier sommet humanitaire mondial à Istanbul en 2016 en déclarant, je cite, « Nous avons veillé depuis notre accession au trône du Royaume du Maroc à ce que l'action humanitaire noble soit un pilier fondamental et structurant de la politique extérieure du Royaume. » Fin de citation. Excellences, mesdames et messieurs, alors que les conventions de Genève souffrent leur 77e rue, les principes qui consacrent sont bafoués au quotidien, avec une impunité croissante. De la Syrie, le Soudan, de Gaza au Sahel, de l'Ukraine au lac en Afrique, des millions d'êtres humains font face chaque jour à la violence, au déplacement forcé, à la faim et à la mort. Face à la recrudescence de ces tragédies, l'action humanitaire multilatérale représente souvent la dernière planche du salut. Cependant, cette planche est aujourd'hui sous pression, financièrement, opérationnellement et politiquement. Les convois humanitaires sont littéralement bloqués. Le personnel médical, humanitaire est civil. Les infrastructures civiles et hospitalières, les écoles, les réseaux d'approvisionnement en eau et les installations énergétiques sont de plus en plus souvent prises pour cible, voire systématiquement détruites. Les populations civiles sont utilisées comme des leviers de guerre. Ce constat libre exagère interpelle autant notre conscience que notre courage pour reconnaître que nous tournons en rond. Les mêmes faits se répètent, les mêmes condamnations se réitèrent, les mêmes appels d'urgence sont lancés. Les victimes sont toujours les mêmes, à savoir des civils, des crises à l'ordre, d'un conflit à l'autre. Le système humanitaire multilatéral, dans sa configuration actuelle, n'est plus en mesure d'absorber tous les malheurs humanitaires du monde. Il est structurellement dépassé par une réalité qui évolue plus rapidement que nos arsenaux normatifs et nos cadres opérationnels. Cette crise systémique nous impose de faire le bilan douloureux de ce que je qualifierais de nos échecs collectifs. Donc, une réflexion lucide, constructive et prospective sur les voies de réforme et de renforcement de l'action humanitaire multilatérale. Ce diagnostic est grandement préoccupant. Ce dont s'est alarmé le secrétaire général, M. Antonio Guterres, en avertissant, je cite, « Le système humanitaire international est à bout de souffle, sous-financé et de plus en plus pris pour cible. » Fin de citation. Cet avertissement n'est pas conjoncturel. C'est le diagnostic d'un système en train de se fracturer. L'inaction collective face aux violations du droit international humanitaire en est le premier facteur aggravant. Là également, ce n'est pas un facteur, c'est le résultat direct des choix politiques délibérés. Les faits corroborent cette personne. Et je cite, les Nations Unies ont recensé en 2025 plus de 37 000 civils morts, tués, dont 20 conflits armés, soit environ un mort toutes les 15 minutes. 2. Le récent rapport de l'ONU, l'OCHA, qui a été cité ce matin, s'alarme qu'en 2026, 239 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence, alors que les Nations Unies et leurs partenaires ne peuvent en atteindre que 135 millions, laissant plus de 100 millions d'êtres humains hors de tout filet de protection, et ce pour la troisième année consécutive. 3. L'appel global Humanitarian Overview de 2026 relève que sur les 33 milliards de dollars nécessaires, seuls 11 milliards, 65 ont été mobilisés à ce jour. De comparaison,
le monde consacre 2,700 milliards de dollars aux dépenses militaires l'année dernière. Ce n'est donc clairement pas un souci de ressources financières, c'est un problème de priorité. Et les conséquences de ce choix collectif se comptent chaque jour, en dizaines, sacrifiés sur l'autel de l'indifférence. Le Global Network Against Food Crisis, financé par l'Union européenne, indique que la sécurité alimentaire mondiale s'est effondrée à une vitesse alarmante. 266 millions de personnes sont aujourd'hui en situation d'insécurité alimentaire aiguë. Un chiffre qui est doublé en 10 ans. Pour la première fois dans l'histoire des relevés internationaux, 2 famines ont été déclarées simultanément au cours de la même année. Le rapport 2007-2027 révèle que les enfants payent le prix le plus lourd. En une seule année, le nombre d'enfants bénéficiant d'une aide humanitaire a chuté d'un tiers, de 109 millions à 73 millions. Ceux qui tentent de les atteindre, de les soigner, de les protéger, sont eux-mêmes devenus des cibles. Le sous-secrétaire général d'OCHA s'indigne en déclarant que plus de 380 travailleurs humanitaires ont été tués rien qu'en 2025. Un record absolu. Leurs morts ciblées ne sont pas des dommages collatéraux. Ils constituent des violations flagrantes du droit international humanitaire, voire un crime de guerre. C'est évidemment dans ce contexte humanitaire gravement préoccupant que s'inscrit notre rencontre d'aujourd'hui. Car le droit international humanitaire n'est pas un lien tant de paix. Il est le dernier rempart qui sépare la guerre et la barbarie absolue. Mesdames et messieurs, cet inquiétant diagnostic impose une question. Comment en sommes-nous arrivés là? Ou plutôt, pourquoi ce délitement du système humanitaire international? Plusieurs facteurs, et non des moindres, peuvent expliquer cette crise du système humanitaire international. Premièrement, les besoins humanitaires mondiaux atteignent des niveaux records, tandis que les contributions financières stagnent, voire diminuent dans certains cas. L'écart entre les besoins identifiés et les ressources disponibles ne cesse de se creuser et compte corruption. Les appels humanitaires sont financés à moins de 50% de leur cible, soit par fatigue humanitaire, soit par la réorientation des fonds vers d'autres objectifs nationaux ou régionaux. Cela a été évoqué ce matin. Des programmes vitaux sont suspendus, faute de fonds. Des vies sont perdues, non par manque de solutions, mais par manque de volonté politique de financer ces solutions. Deuxièmement, c'est l'accès à l'humanitaire. Dans de nombreuses zones de conflit, les acteurs humanitaires se heurtent à des obstacles considérables pour accéder aux populations dans le besoin. Les belligérants utilisent délibérément l'entrave à l'aide humanitaire comme une arme de guerre. Les travailleurs humanitaires sont ciblés, kidnappés, tués. En 2025, le nombre d'humanitaires dépressifs de la fonction a atteint un niveau alarmant jamais atteint dans l'histoire de l'humain. Outre la destruction systématique des installations hospitalières, cette dérive est une violation flagrante du droit international humanitaire, est inacceptable, doit être combattue avec force, je dirais, avec la plus grande fermeté. Troisièmement, la politisation de l'aide humanitaire. Les principes fondateurs de l'accès humanitaire, neutralité, impartialité, indépendance, sont aujourd'hui soumis à des pressions politiques croissantes. L'aide humanitaire est parfois utilisée comme instrument géopolitique, conditionné à des allégeances politiques ou détourné de ses objectifs premiers. Cette instrumentalisation mine la confiance que les pays bailleurs de fonds humanitaires doivent pouvoir avoir dans les acteurs humanitaires. Le quatrième défi est celui des crises chroniques et oubliées.
L'attention médiatique et politique se concentre malheureusement sur les crises les plus visibles, particulièrement sur les écrans, laissant dans l'ombre des situations de souffrance prolongée qui perdurent depuis des décennies. Des réfugiés et déplacés internes sont condamnés à vivre dans des camps pendant des générations entières, sans perspective de retour, sans accès à l'éducation ou à l'emploi, dans un état de dépendance chronique vis-à-vis de l'aide internationale. Leur drame est aggravé par le détournement de l'assistance humanitaire. Cinquième défi est celui de l'articulation entre l'aide d'urgence et le développement durable, que notre éminente modératrice a souligné dans son intervention. L'aide humanitaire est par nature réponse de court terme à des besoins immédiats. Mais il ne peut à elle seule transformer les conditions structurelles qui génèrent et perpétuent les crises. C'est pourquoi il est impératif de construire des ponts plus solides entre l'urgence humanitaire, la consolidation de la paix et le développement durable. Le fameux nexus onusien, humanitaire, paix et développement, qui demeure dans la pratique insuffisamment mise en œuvre. Excellences, mesdames et messieurs, face à ces défis complexes, mais non insurmontables, le système humanitaire multilatéral a besoin d'une réforme profonde et ambitieuse. Le Royaume du Maroc dispose aujourd'hui de nombreux atouts pour contribuer à cette réflexion collective. Son expérience dans les domaines de la médiation, de la coopération sud-sud, du développement humain, de l'assistance humanitaire, lui permet d'apporter une contribution significative à l'évolution du système humanitaire international. Dans ce siège, permettez-moi de faire des observations concrètes sur 1. La primordialité d'un financement innovant qui se base sur le développement des mécanismes novateurs tels que les obligations humanitaires, le financement par anticipation, les partenariats publics-privés dans les urgences et les plans de réserve. Ces outils permettront une réponse rapide aux crises émergentes, renforcement de la coopération internationale, encouragement des partenariats innovants et promotion d'une meilleure coordination entre les acteurs humanitaires et les institutions de développement. Deuxièmement, la solidarité mondiale ne saurait être à géométrie variable. Il ne peut s'appliquer à certaines crises et pas à d'autres, à certaines populations et pas à d'autres. Sur le sujet politique comme il dit. Une approche humaine véritablement universelle exige que chaque victime de conflit, où qu'elle soit, bénéficie de la même attention, du même soutien et de la même protection. Troisième défi, la réforme de la gouvernance des grands organisations humanitaires internationales est de grande actualité. Afin d'assurer une meilleure représentativité des pays du Sud dans les instances de décision, une plus grande transparence dans l'utilisation des fonds et une redevabilité accrue envers les populations bénéficiaires. Quatrièmement, le renforcement de la cohérence entre l'agenda 2030 et les mécanismes humanitaires s'impose davantage. Les populations victimes de conflits ne doivent pas être laissées en dehors de la trajectoire du développement mondial. Au contraire, leur inclusion dans l'aide de développement est une condition sine qua non de toute paix durable. Cinquièmement, la prévention des conflits est le meilleur investissement humanitaire. $1 investi dans la prévention d'un conflit permet d'économiser des dizaines, voire des centaines de dollars en aide humanitaire d'urgence. La communauté internationale doit donc redoubler d'efforts pour renforcer les mécanismes d'alerte précoce, de médiation et de diplomatie préventive, domaine dans lequel le Maroc est particulièrement distingué sur le continent africain. Dans ce contexte international chargé d'inquiétude légitime, l'expérience du Royaume du Maroc mérite une attention particulière en raison de sa constance, sa crédibilité, son attachement profond aux principes humanitaires universels de solidarité et de respect des droits de l'homme. En effet, l'engagement du Royaume du Maroc pour l'aide humanitaire procède de la vision humaniste et humanitaire de Sa Majesté le roi Mohammed, que Dieu la soit.
En effet, dans son message précité au sommet humanitaire d'Istanbul, M. Erdogan avait déclaré, je cite, le Maroc a toujours été parmi les premiers à apporter chaque fois que nécessaire les premières aides humanitaires aux personnes affectées par les catastrophes naturelles ou les conflits armés. Fin de citation. L'opérationnalisation de la vision royale repose sur 3 piliers indissociables. La solidarité agissant comme valeur cardinale, la responsabilité partagée comme principe opérationnel et le respect du droit international humanitaire comme impératif absolu. 1. Le respect de la promotion du droit international. Le Maroc considère que la protection des civils, d'aspectateurs essentiels et du service de base constitue une obligation fondamentale qui doit être respectée par toutes les parties au conflit. 2. Le maintien de la paix. Le Maroc figure parmi les contributeurs les plus constants et les plus significatifs aux opérations de maintien de la paix de l'ONU. Depuis des décennies, le maintien de la paix à l'ONU. Des milliers de casques bleus marocains ont servi sous le drapeau onusien sur plusieurs théâtres de crise à travers le monde. 3. L'aide humanitaire directe dans les zones de conflit ou de catastrophes naturelles. Le Maroc a systématiquement répondu présent lors des grandes catastrophes naturelles et humanitaires à travers le monde. 4. L'accès humanitaire et les objectifs du développement durable. Le Royaume soutient une approche intégrée qui combine assistance humanitaire, reconstruction, renforcement des capacités institutionnelles et promotion des droits socio-économiques durables. Cette vision contribue à réduire les risques de rechute dans l'instabilité et favorise la stabilité socio-économique à long terme. Sinon, mesdames et messieurs, le Maroc est résolument convaincu que l'accès humanitaire multilatéral, malgré ses limites, ses insuffisances actuelles, demeure un pilier indispensable de l'ordre international. L'espoir pour ceux qui ont perdu cet espoir. Mais pour continuer à remplir cette mission, il doit se réformer, s'adapter et s'enrichir de nouvelles approches. Il doit davantage investir dans la prévention, renforcer sa cohérence avec les objectifs de paix et de développement. De s'appuyer sur une solidarité mondiale réelle, universelle et désintéressée. Dans cette perspective, la conférence en cours de préparation par le CICR sur l'humanitaire au fond des guerres, qui aura lieu à la fin de l'année, sera un réel test sur la détermination de la communauté internationale à renforcer le système humanitaire mondial. L'architecture des Nations Unies repose sur 3 piliers. La paix, la sécurité et le développement. Et les droits de l'homme. On les présente souvent malheureusement comme 3 chantiers distincts, avec leurs institutions, leurs agendas, leur budget séparés. C'est une erreur. Une méthode est parfois une erreur fatale. En effet, le droit international humanitaire n'est pas un sous-compartiment de 3e pilier. Il est transversal aux 3. Il est la colonne vertébrale qui les cimente ensemble. Sans droit international humanitaire, pas de paix durable. Une paix négociée sur des ruines de violations humanitaires massives ne tiendra jamais. Fidèle à ses valeurs humanistes et à ses engagements internationaux, le Royaume continuera à être un partenaire actif, fiable et responsable dans cette démarche collective. Nous croyons en un multilatéralisme humanitaire fort, réformé et adapté aux réalités du XXIe siècle. Un multilatéralisme qui place l'humain au centre et qui refuse de se résigner face à la souffrance des populations les plus vulnérables, ni face aux violations de droits international humanitaire. Je conclurai avec une phrase forte de sens attribuée au père fondateur du droit international humanitaire, Henri Dunant, après la bataille de Solferino en 1859. Et cette phrase dit, le droit humanitaire n'est pas le droit de la guerre. C'est le droit dans la guerre. Je vous remercie. وما تنسوش تقروا معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.